Dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser au premier principe qui va nous permettre de calculer des limites, les opérations élémentaires. Les opérations élémentaires, comme leur nom l'indique, qui sont les théorèmes les plus simples, les premières bases qui vont permettre de calculer des limites. Alors, les opérations élémentaires, c'est quelque chose qui est assez simple, ça porte son nom pour une raison. Le principe consiste, au départ, quand on veut calculer la limite lorsque une variable qu'on va appeler x ici, qui peut être après évidemment n'importe quelle autre lettre, va tendre vers un certain L, ce L pouvant être un réel plus l'infini moins l'infini, d'une certaine quantité, je vais appeler pour le moment f de x, pour arriver à calculer ça, on va expliciter la forme du f de x qu'on trouve ici. Donc on va avoir une expression ici, dépendant, bien sûr c'est le principe de la variable x dont on disposait. Calculer cette limite par opération élémentaire, c'est simplement remplacer la variable x qu'on va avoir partout où elle va apparaître dans l'expression par la valeur de L, le point où on cherche la limite, et essayer de réaliser le calcul. Le principe d'une limite, c'est que a priori, l'expression qui se trouve ici n'est pas forcément définie au niveau du point L, ce qui veut dire qu'on va rencontrer dans nos calculs pas seulement des nombres habituels, mais aussi des formes plus l'infini ou moins l'infini, ce qui va nous donner des calculs un tout petit peu différents de ce qu'on peut avoir sur les nombres classiques. Bon, pour donner un petit exemple, pour voir ce qui se passe, on peut prendre par exemple la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 5x plus 3 exponentielle de x. Quand je vais essayer de déterminer ça en utilisant les opérations élémentaires, donc le principe c'est, comme je le disais précédemment, de dire lorsque x tend vers plus l'infini, regardez ce qui se passe en remplaçant chacun des x qu'on va avoir dans notre expression par plus l'infini. Donc ici, je vais partir de celui-ci qui va être plus l'infini. Et à partir de là, celui-là aussi va être plus l'infini. Et à partir de là, je vais pouvoir effectuer une par une les opérations en vérifiant à chaque fois si cette opération est possible, si je peux déterminer la valeur que j'obtiens. Si j'ai ici par exemple plus l'infini, les règles de base, si je multiplie par 5, qui est un nombre strictement positif plus l'infini, je retrouve bien sûr plus l'infini ici. Ici, je vois que ce bloc 5x est terminé, je vais m'occuper de l'autre bloc dans lequel intervient cette variable x là, je vais faire le même principe, je vais toujours, comme dans n'importe quel calcul, partir de l'intérieur, à partir du moment où ceci fait plus l'infini, je vais aller un petit peu plus haut là, en multipliant par 2, j'ai toujours plus l'infini. Ici, j'effectue une opération un petit peu plus compliquée, je compose par la fonction exponentielle, mais ça consiste ici à me dire, je veux la valeur de la fonction exponentielle au point où elle est prise au final, donc qui n'est pas forcément plus l'infini, ça aurait pu changer, qui est le point déterminé ici, c'est plus l'infini. On connaît les limites usuelles pour pouvoir travailler, et l'exponentielle en plus l'infini, on sait qu'elle vaut plus l'infini. Je vais pouvoir encore multiplier par 3 ceci pour obtenir plus l'infini. Et il me reste maintenant la dernière opération à réaliser ici, qui est la somme entre les deux. J'ai donc une partie qui tend, ou qui vaut entre guillemets plus l'infini, et une deuxième qui tend elle aussi par plus l'infini, vers plus l'infini, pardon. Les opérations avec les infinis nous assurent sans grande difficulté que le total va faire plus l'infini. Donc ça me donne ici, je fais quelque chose d'assez simple, mais on a tout décomposé. Un petit calcul qui permet à la fin d'obtenir finalement la limite qu'on cherchait. Conclusion, ceci est égal à plus l'infini. Voilà, donc on ne va pas développer une par une chacune des opérations élémentaires, ce sont des choses assez simples qui doivent être a priori connues au moment où on commence à s'attaquer à faire un petit peu de calcul de limite. Mais ce qu'on va voir, c'est les principes justement de ce qui peut se passer dans les opérations avec les infinis et les problèmes qu'on va pouvoir rencontrer. Avant d'arriver à les régler, ce qu'on verra plus tard, on va déjà essayer de comprendre pourquoi ça pose problème, pour arriver à visualiser ce qui se passe et à comprendre pourquoi on va mettre en place telle ou telle stratégie après pour arriver à régler ce souci-là. Donc, on va commencer ça.
On va commencer par regarder ce qui peut se passer avec une somme. Une somme dans laquelle je peux avoir des nombres problématiques, enfin des valeurs problématiques. Les deux seules valeurs problématiques éventuellement pour une somme, c'est plus l'infini et moins l'infini. Donc, on va prendre une somme de deux termes, on va faire plusieurs cas. On va prendre un réel et plus l'infini. On va prendre un réel et moins l'infini, puisque ce sont les deux qui peuvent nous poser souci. On va voir que tant qu'on est avec un réel, il ne va y avoir aucun problème. Ensuite, on va voir ce qui peut se passer quand on a l'infini des deux côtés. Ceux qui ne poseront aucun souci, qui sont plus l'infini et plus l'infini, ou bien moins l'infini et moins l'infini. Et puis, on va terminer avec le gros point problématique que j'encadre tout de suite, qui est plus l'infini et moins l'infini, qui va être le premier cas de forme indéterminée, c'est-à-dire d'opération qu'on ne peut plus réaliser, pour laquelle on ne peut pas obtenir le résultat, et on va expliquer rapidement pourquoi, quel est le souci qui nous crée ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va essayer de calculer avec un infini et additionner? Bon. Pour ça, on va visualiser la droite des réels, on va poser plus l'infini au bout et moins l'infini ici. Mettre 0 au milieu. Et là-dessus, en fait, il faut arriver à concevoir ce concept d'infini. Le plus l'infini que j'ai posé ici, en réalité, il est nulle part. Il est tout au bout. Ça veut dire qu'on continue toujours encore et encore et encore et encore. Le même principe, moins l'infini, c'est vers la gauche, mais c'est le même principe. Il n'est pas posé ici, il est nulle part. Ça veut dire que ceci va continuer indéfiniment. Maintenant, quand je vais essayer d'additionner deux nombres, avant d'arriver à ce qui se passe avec les infinis, dès que j'additionne deux nombres, il s'agit en fait, si je veux additionner le nombre x qui est ici et le nombre y qui est ici, d'aller vers x, puis de lui rajouter ici y. Quand j'additionne les deux, je suis allé jusqu'ici, voilà, j'ai x plus y sur ma droite. Dès que j'additionne un nombre, selon qu'il soit positif ou négatif, ça va simplement me faire me déplacer sur la droite là-dedans. Si j'ajoute un nombre positif, j'avance vers la droite de la valeur en question. Si j'ajoute un nombre négatif, je recule vers la gauche de la valeur en question. Bon. Maintenant, on va faire les mêmes principes avec des infinis. Cette fois-ci, si j'additionne plus l'infini, au lieu de simplement m'avancer vers la droite d'un petit peu, comme plus l'infini, ça avance justement indéfiniment, ça veut dire que quel que soit l'endroit où je me trouve, si je rajoute plus l'infini, en fait, je pars jusqu'à plus l'infini. J'avance indéfiniment jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire que même si je ne pars pas de 0, même si je pars d'un nombre extrêmement loin dans les négatifs, pour donner une indication, on pourrait prendre moins 10 puissance 9, qui fait donc moins 1 milliard, ça ne me pose aucune espèce de problème. Ce nombre a l'air grand, mais par rapport à l'infini, c'est une pécadille. Et l'infini, ce nombre, il est malgré tout fixé. Je lui additionne plus l'infini. De toute manière, ça va tout embarquer et nous faire partir là-bas vers plus l'infini. Donc voilà, ça c'est le principe de la première opération qu'il y a ici. Si on a un réel quel qu'il soit, aussi petit ou aussi grand soit-il, ça ne nous changera strictement rien. Si j'additionne avec plus l'infini, il embarque tout et on se retrouve à plus l'infini. Une fois que ceci est compris, la deuxième partie où on a un réel et moins l'infini ne pose aucune espèce de problème. C'est la même chose mais en symétrie de l'autre côté vers la gauche. Maintenant j'ai un premier réel et j'ai moins l'infini ensuite qui va tout embarquer mais maintenant vers la gauche. Donc quand je vais faire ça, je retrouve obligatoirement plus l'infini. Je mets donc à chaque fois une addition entre les deux. Ici, donc je retrouve moins l'infini. Ici, quand je vais additionner plus l'infini et plus l'infini, je vais avoir un premier nombre, enfin une première valeur qui a pour tendance de nous faire tout embarquer vers la droite. Et je rajoute un deuxième nombre qui lui aussi a la même tendance de tout faire embarquer vers la droite. Donc, presque a fortiori, encore plus que ce qui se passait avec les autres, les deux tendances étant de concert, ayant la même action, on va aller complètement vers la droite et on va être embarqué vers plus l'infini de la même manière. Ici, on va mettre là. Je vais récupérer sans problème plus l'infini. De même, en additionnant moins l'infini et encore moins l'infini,
Voilà. Le premier a pour tendance de tout embarquer vers la gauche, le deuxième aussi. Au final, on est embarqué vers moins l'infini. Arrive maintenant le problème ici de plus l'infini et moins l'infini, qui va avoir, par rapport à ce qui se passait avant, le problème de savoir qui va l'emporter. Alors pourquoi? Cette première valeur plus l'infini a pour tendance de tout embarquer vers la droite. Ce deuxième moins l'infini, lui, a pour tendance de tout embarquer vers la gauche. Donc, ce qu'on va faire pour bien y voir, on va effacer les autres valeurs simples. Il n'y a plus que ça devant nous. Voilà. On peut imaginer, pour pouvoir se le représenter, des gens qui tireraient à la corde dessus. Ça, c'est une corde sur laquelle on va tirer à chaque fois vers la droite quand on va dans un certain sens, vers la gauche quand on additionne quelque chose de négatif, et quand on additionne plus l'infini, on tire avec une puissance infinie vers la droite, moins l'infini tire avec une puissance infinie vers la gauche. Le problème de tout ça, c'est que il est impossible de savoir ce qui va résulter de ce, entre guillemets, combat entre les deux tendances. Parce que c'est le deuxième souci qu'on va rencontrer avec les infinis. On va le voir un peu après, justement, à comprendre qu'est-ce que ça peut être comme différence infinie. On peut aller vers l'infini veut dire qu'on va aller indéfiniment vers la droite ou vers moins l'infini, indéfiniment vers la gauche. Mais on peut le faire plus ou moins vite, ou on pourrait dire plus ou moins fortement. Si notre quantité va vraiment vite vers plus l'infini, ça représente le fait qu'on tire fort, on embarque très vite vers la droite, très fortement. Mais on peut aussi le faire moins fort. Et il y a des degrés comme ça, il y a même une infinité de degrés possibles dans la vitesse à laquelle on peut aller vers l'infini. Et donc ici, pour arriver à déterminer ce qui se passe entre ces deux choses-là, on va être obligé de comprendre entre les deux, lequel a l'action la plus forte. On va appeler ça dans la somme, trouver le terme prépondérant. Ce sera lui, du coup, qui embarquera la somme là où il doit aller. Si c'est celui-ci, ça donnera plus l'infini. Si c'est celui-ci, ça embarquera vers la gauche et ça donnera moins l'infini. Mais on peut aussi avoir un comportement où les deux ont, entre guillemets, la même force, la même puissance, et où leurs actions vont se compenser. Et au final, on peut se retrouver avec quelque chose qui va tendre vers un réel. Pas forcément zéro. Elles peuvent se compenser parfaitement et arriver pile en zéro, mais elles peuvent aussi se compenser avec quand même un petit avantage pour l'une des deux qui nous décalerait quand même un petit peu vers la gauche ou qui nous décalerait un petit peu vers la droite. On peut avoir n'importe quelle valeur réelle. Et on peut même avoir encore pire que ça. On peut avoir un cas où on n'aurait même pas de limite, où, sous-entendu, ils se sont compensés l'un l'autre, mais en laissant quand même un petit terme restant. Et ce petit terme restant, il peut avoir la mauvaise idée d'être un petit peu oscillatoire, et de partir entre la droite et la gauche, d'avancer comme ça, quelque chose qu'on peut représenter un peu comme un cosinus, comme un sinus qui resterait dessus, auquel cas on n'aura rien à la fin devant nous. Bon, pour donner un exemple là-dessus, je prends x plus cosinus x moins x, ici, et je m'intéresse au fait que x tende vers plus l'infini. Ici, j'ai une partie qui va tendre vers moins l'infini sans problème. Si je regarde cette partie-là, ceci tend vers plus l'infini, et ceci, donc le cosinus est un petit peu bizarre, non, il est borné, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir les sommes avec l'infini. Lui n'a pas de limite, mais comme il est borné entre moins 1 et 1, sous-entendu il reste dans un petit intervalle ici, si je lui ajoute quelque chose qui tend vers l'infini, ça va tout embarquer, et le tout va faire plus l'infini. Donc j'ai bien cette forme indéterminée à laquelle on s'intéresse, entre plus l'infini et moins l'infini, mais sur laquelle, ici, si je regarde ce qui se passe plus précisément, alors évidemment, ça n'arriverait jamais d'avoir à se poser ce problème-là. Je l'ai un peu monté de toutes pièces pour qu'on puisse visualiser ce qui peut se passer quand on va, après, prendre les choses ensemble et compenser. Évidemment, on ne va jamais rencontrer cette expression-là comme ça, parce que quand on a ça devant soi, on élimine les choses avant de chercher sa limite. Et c'est ce qui se passe au moment où je regarde la compensation entre les deux. Les parties en fait qui allaient vers l'infini vont effectivement s'éliminer, mais il va rester un petit reste là, un petit quelque chose, qui va être ce cosinus x. Et comme on le disait tout à l'heure, cosinus x, il n'a pas de limite en plus l'infini. Il oscille indéfiniment. Et on n'aura pas de limite à la fin. Voilà donc ce premier cas fondamental de forme indéterminée, la forme indéterminée sur la somme. Et
on verra donc après comment déterminer ce qu'on a un petit peu introduit ici, entre les deux, qui est le plus fort, qui l'emporte, quel est le terme prépondérant qui reste dedans. Ou bien, ce sera les cas les plus compliqués qu'on verra après, qu'est-ce qui se passe si les deux se compensent, que reste-t-il, comment trouver les restes qu'on obtient, on verra ça à travers le calcul de développement limité, pour pouvoir déterminer au final ce qu'il va nous rester et la limite qu'on obtiendra. Ok, maintenant que la somme a été vue, on va passer au cas du produit. Alors au niveau du produit, dedans, on va reprendre un peu le même principe avec ce qu'on peut faire comme opération avec des infinis. Donc, on va prendre ici, cette fois-ci. Alors, avant de se lancer dans ce qui se passe là, réexpliquons un petit peu le principe de ce que c'est qu'effectuer un produit. L'opération est différente si on essaye de la visualiser. Quand vous allez multiplier deux nombres, contrairement à ce qui se passe avec une somme, vous n'allez pas faire ça en une seule étape dans la manière dont vous considérez votre nombre. Systématiquement, on va séparer l'action des signes dans le produit de l'action de ce qu'on appellera les valeurs absolues. Si je multiplie le nombre A par le nombre B, il s'agit en fait, c'est comme si je l'écrivais, ce nombre-là, il va s'écrire avec un signe fois une valeur absolue. Ce nombre-là va s'écrire avec un signe de A, on le voit bien, fois une valeur absolue. Et quand on effectue un produit, en fait, on va d'abord séparément s'occuper du produit des signes, avec les règles habituelles et bien connues, plus fois plus, moins fois plus, qui donnent les résultats connus. Ça va nous donner le signe de AB. Et ensuite, on va multiplier en fait les valeurs absolues. Les valeurs absolues, c'est cette partie positive, forcément, qui reste dans le nombre, après le signe. Même si mon nombre est négatif, il y a ce moins qui est passé devant, il reste cette partie positive à côté. Donc là, je vais avoir ici, ce sera la valeur absolue du nombre AB d'ailleurs qu'on obtiendra ici, qui viendra du produit de ce nombre positif et de ce nombre positif. Quand on va calculer des limites, enfin un produit avec des limites, le principe des signes n'a aucune raison de changer. Le signe n'est pas infini, le signe c'est toujours soit plus, soit moins. Donc nous, on va, dans ce qu'on va expliquer ici, s'intéresser uniquement à ce qui se passe quand on multiplie des choses qui sont positives. Le signe ne posant, lui, aucun problème. Alors, ceci étant dit, il y a par contre une autre chose qui va nous poser quelque chose, c'est le nombre 0, qui au niveau du produit a une importance fondamentale. Il va avoir un peu l'effet de l'infini pour représenter cette fois-ci un peu ce qui va se passer au niveau du produit, pour bien faire la différence avec ce qui se passe avec une somme. On va cette fois-ci utiliser un axe vertical. Et comme tout à l'heure où il y avait le plus l'infini et le moins l'infini, on va se retrouver avec le même genre de fonctionnement, avec un point haut qui va, on va dire, attraper et avoir tendance à emmener avec lui tout ce qu'il a, et un point bas qui va avoir le même effet. Sauf que cette fois-ci, on l'a dit juste avant, les signes se traitant à part, il ne s'agit que de regarder les parties positives des nombres quand on fait le produit. Donc le point haut, c'est bien plus l'infini comme tout à l'heure, mais le point bas, pour faire la différence tout à l'heure où c'était gauche-droite moins l'infini plus l'infini, c'est un point vraiment arrêté cette fois-ci, mais le point 0. Mais qui va avoir dans les produits le même effet. On sait bien que quand on multiplie n'importe quel nombre par 0, ça va donner 0. Et plus généralement, quand on commence à faire les premières visualisations de ce qui se passe quand on fait du calcul de limite, quand on multiplie par quelque chose d'extrêmement petit, ça va attirer vers 0, ça va rendre très petit la quantité qu'on a obtenue. De même que si on multiplie par quelque chose de très grand, qui va vers l'infini, ça va rendre infini. Donc cette fois-ci, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de moins l'infini, ne peut pas faire de conflit avec plus l'infini. Un infini, quelque chose qui serait moins l'infini, c'est grand en termes de produit. C'est la même chose, il y a juste un signe devant, mais la quantité est grande. C'est tout à fait différent de ce qui se passait tout à l'heure avec les sommes. Donc maintenant, tout se passe sur ces nombres positifs-là, et il y a donc ce 0 qui va avaler ce qu'on lui donne à manger, enfin c'est ce qui se passe avec lui quand on va faire un produit, le plus l'infini qui va aussi avaler les choses, et de même que tout à l'heure, il va y avoir le problème qu'on va rencontrer de qu'est-ce qui se passe quand on retrouve les deux ensemble, où chacun va avoir une tendance différente, et là encore on va retrouver une nouvelle forme indéterminée. Donc on va avoir
au final, si je prends un nombre réel A, alors cette fois-ci, je vais mettre dans R plus étoile, ou A strictement positif, puisqu'on ne s'intéresse qu'à des nombres positifs, et le nombre 0, je l'ai mis à part. Ça, si je le mets fois 0, bah, ça va me donner 0. Si le même nombre, je le mets fois l'infini, ça va faire l'infini. Notez que je ne mets pas de signe devant l'infini, justement parce que ici, avec moins l'infini, ce serait le même fonctionnement. Ça ferait l'infini, mais il y aurait les signes devant qui se mettraient dedans. Donc, dans tout ce qu'on va faire sur les produits, on va laisser à chaque fois le symbole infini, sous-entendu, avec moins l'infini, ce serait pareil, avec simplement un signe. Voilà, donc ça c'est le principe de base qu'on expliquait juste avant, le fait que 0 et que plus l'infini embarquent les choses avec eux. Après, bah, vous pouvez avoir maintenant le problème où vous allez essayer de mettre les deux ensemble. Donc maintenant, si je mets l'infini et que je le multiplie avec l'infini, on ne va pas le redire très très longtemps, c'est comme tout à l'heure. Vous avez deux quantités qui ont le même effet, l'effet d'essayer de tout embarquer vers le haut. Bah, clairement, quand on va les multiplier, ça ne pose pas de souci. Je suis deux fois, entre guillemets, embarqué vers le haut. Je trouve l'infini, ça ne pose pas de problème. Et par exemple, plus l'infini et moins l'infini qui posaient des problèmes, qui donnaient une indétermination quand on les additionnait tout à l'heure, maintenant qu'on va les multiplier, ça ne pose aucun souci. Plus l'infini fois moins l'infini, j'ai mon signe devant qui est moins, et l'infini fois l'infini de l'infini, ça donnerait moins l'infini sans aucune espèce de problème. Ça n'est pas une forme indéterminée, évidemment. J'ai le même principe, bon là, ok, presque une blague, 0 fois 0, évidemment, on va récupérer 0, mais c'est le même effet où, attention, ce n'est pas le nombre 0 ici, c'est la limite 0, c'est-à-dire quelque chose qui est très petit et qui tend à se rapprocher de 0, mais qui n'est pas forcément le nombre 0, mais en tant que limite, on retrouve la même chose, ça embarque les choses vers 0, deux fois, je retrouve 0. Maintenant donc, le point fondamental, c'est le dernier, infini fois 0, ou comme tout à l'heure, avec le plus l'infini et le moins l'infini en somme, on peut réimaginer la même chose, une espèce d'image de tir à la corde qui se passait des deux côtés. J'ai quelqu'un qui va essayer de tout embarquer vers le haut, et l'autre qui va essayer de tout embarquer vers le bas. Il y a indétermination sur le résultat de ce qui va se passer après ça. De la même manière que tout à l'heure avec les sommes, l'idée va être de comprendre qui, parmi les deux, embarque le plus de son côté pour arriver à savoir ce qui va se passer comme résultat. Et donc le résultat d'un 0 fois l'infini pourra, selon les cas, si c'est le infini qui embarque plus fort, alors contrairement à tout à l'heure, c'est moins clair d'ailleurs ce que ça veut dire embarquer plus fort, puisque tout à l'heure c'était un infini avec un infini, savoir qui embarquait le plus. Là c'est un embarquer vite vers l'infini, comparer ça avec embarquer vite vers 0, c'est pas si simple que ça, mais bon, malgré tout, on va réussir à gérer ça. Et donc, l'idée va être de comprendre, si c'est mon infini qui embarque plus fort que mon 0, à la fin, c'est là-bas que je vais être embarqué et je vais donner plus l'infini. Si c'est mon 0 qui embarque plus fort que l'infini, je vais obtenir à la fin 0. Si ils embarquent à peu près de la même manière, ils pourront à nouveau se compenser pour donner quelque chose qui va se stabiliser quelque part entre 0 et l'infini sur un nombre réel, ou encore, même principe que tout à l'heure, que l'effet qui tire vers le bas ou qui tire vers le haut soit annihilé par une compensation entre les deux, mais que malgré tout, dans ce qui reste, il nous reste quelque chose qui a encore un problème d'oscillation et qui va nous poser un problème pour obtenir une limite. J'avais fait tout à l'heure, j'avais pris x plus cosinus x, là je peux faire la même chose avec x fois cosinus x d'une part, et de l'autre côté, excusez-moi, 1 sur x, bien sûr. Alors, on va s'intéresser au fait de faire tendre x vers 0, ici. Alors ici, quand je vais faire tendre x vers 0, même principe que tout à l'heure, je remplace chacun des x par 0. Quand j'applique les opérations élémentaires, j'essaie de voir ce qui se passe. Ici, ce x qui tend vers 0, on le multiplie avec ici, donc cosinus x, ça va tendre vers cosinus 0. Cosinus 0, ça fait 1. Ce qui veut dire que le tout ici va tendre vers 0 en multipliant les deux, sans aucun problème. C'est la règle donc, que je trouvais ici. De ce côté-là, alors j'ai un nouveau petit souci. Quand je vais faire 1 sur 0, cette fois-ci, selon le signe du 0 en question, ça peut me donner plus l'infini ou moins l'infini. Alors, je vais imposer un signe positif.
ici. Du coup, le fait que ce soit 0 plus, ici, je vais récupérer plus l'infini avec les limites de base de la fonction inverse. Et je retrouve donc ce 0 fois l'infini qu'on avait précédemment. Et donc, quand on regarde maintenant comment ça se compense, puisqu'évidemment, comme tout à l'heure, jamais je n'aurais cherché à calculer cette limite-là sous la forme ici, il faut d'abord simplifier au maximum, quand ça se compense, ceci part avec ceci. Donc là, s'effectue la compensation, il va me rester un cosinus x, ce cosinus x, il tend vers 1. Si j'avais rajouté un petit terme oscillant au milieu, j'aurais pu poser un petit peu de soucis en faisant ça, j'aurais pu me retrouver ici à la place, avec un terme oscillant, qui lui, aurait continué de bouger comme ça, et n'aurait jamais pu avoir de limite. Donc il peut se passer tout et n'importe quoi, dans le cas de cette forme indéterminée, et donc il va falloir arriver à comprendre, soit donc, comment ils vont se compenser, ou bien comment l'un va l'emporter sur l'autre pour arriver à savoir vers quoi va tendre cette forme indéterminée. Alors on va voir, elle a l'air un petit peu plus compliquée, la forme indéterminée en produit, mais pourtant c'est sur celle-ci qu'on va avoir les théorèmes forts, les théorèmes importants, qui vont permettre de régler cette forme indéterminée. Et on verra que suite à ça, dès qu'on va avoir des sommes, on va chercher à chaque fois justement à les transformer au maximum avec des produits, faire apparaître des indéterminations en produits, parce que là, on va avoir un théorème fort, le théorème dit décroissance comparée, qui va permettre de comparer ce qui se passe entre des zéros, entre des infinis, entre des choses qui vont s'affronter, on va dire, sur ce modèle-là. Alors que sur des sommes, on va justement être obligé de faire réapparaître des produits pour s'en sortir. Ok, alors, une fois que le produit a été vu, on va parler très rapidement du quotient, mais le quotient, ça n'est qu'un produit par l'inverse. A priori, c'est être reçu ici à ce stade, ce qui veut dire qu'on va retrouver exactement les mêmes règles que précédemment. Juste, je l'ai dit juste avant, quand on va avoir quelque chose de la forme 1 sur un inverse, soit de 0 et l'inverse de l'infini, diviser, ça a l'effet inverse de multiplier. Donc si je divise par l'infini, l'infini, quand il était au numérateur, tout à l'heure quand on multipliait, il embarquait vers le haut. Si il est au dénominateur, il l'embarque vers le bas, il amène à 0. Donc ça donne 0. De même, le 1 sur 0, le 0 étant au dénominateur, il a l'effet inverse de ce qu'il donnerait s'il était au numérateur. Et au lieu d'embarquer vers 0, il embarque de l'autre côté vers l'infini. Le problème étant encore ici que, du coup, est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini? Il y a un problème de rechercher le signe. Mais quand j'ai 0, je n'ai pas son signe comme ça, donc j'ai besoin, pour pouvoir m'en sortir, de déterminer le signe. C'est pas très compliqué, il s'agit simplement de savoir si ce 0, c'est ce qu'on appelle un 0 plus, un 0 par valeur supérieure ou un 0 par valeur inférieure, ce qui amène la plupart du temps à séparer deux cas. Si c'est 0 plus, j'ai un signe plus, le quotient va donner plus au terme de signe et j'ai plus l'infini. Si c'est 0 moins, j'ai un signe moins dans le quotient et après ça fait moins l'infini. Fois l'infini ici. Une fois que ça a été fait, tout quotient consiste à multiplier le premier par l'inverse du second et je retrouve les règles précédentes. Donc, où je ne vais pas insister très longtemps pour les règles de base, vous allez retrouver le principe d'un nombre sur l'infini, ça va donner 0. Vous prenez un nombre sur 0, ça va donner le signe résultant fois l'infini. Petit cas intéressant, où il y a souvent des erreurs, vous allez avoir le principe d'avoir maintenant l'infini divisé par 0, qui est très souvent pris à tort pour une forme indéterminée. Ceci ne pose aucune espèce de problème. Le fait qu'il y ait l'infini et 0 en même temps ne signifie pas qu'il y aura forcément problème. Attention, il faut, pour qu'il y ait problème, qu'il y ait un effet inverse entre les deux. L'infini et 0, ils avaient un effet inverse tout à l'heure quand on les multipliait parce que, au numérateur, l'un nous envoyait vers le haut, vers l'infini, l'autre nous envoyait vers le bas, vers 0. Mais ici, le 0 qu'on a étant au dénominateur, celui-ci va avoir une tendance à nous faire monter vers plus l'infini. Et celui-ci étant au dénominateur, il va avoir la même tendance. Ce qui veut dire que je n'ai aucun problème,
tout ça, ça va aller vers l'infini. Ça n'est pas du tout une indétermination. Il reste simplement le fait qu'il y ait un 0 ici au dénominateur à chercher le signe résultant du quotient. Mais ensuite, ça donnera fois l'infini, aucune espèce de problème. Sur le même principe, quand je prends 0 sur l'infini, là encore, ce 0 a tendance à nous envoyer vers 0, à nous ramener vers le bas. Cet infini ici étant au dénominateur, a le même effet de nous ramener vers le bas. Il n'y a donc absolument pas indétermination. Ceci, ça fait 0. Maintenant, il nous reste le cas où justement je vais avoir une indétermination. Eh bien, c'est si il y a au numérateur et au dénominateur des choses qui ont des effets donc inverses. Soit un infini au numérateur qui va avoir l'effet de nous faire monter, et un infini au dénominateur qui va avoir l'effet de nous faire descendre. Ou bien avoir un 0 au numérateur pour nous faire descendre, et un autre 0 au dénominateur pour nous faire monter. Donc en quotient, on va retrouver ces deux mêmes formes indéterminées ici. Infini sur l'infini, celui-ci nous fait aller vers le haut, celui-ci nous fait aller vers le bas. On a notre indétermination, et donc la même avec 0. Cette fois-ci, c'est dans ce sens-là. On a ça. Maintenant, comme on vient de le dire, un quotient, ça n'est qu'un produit par l'inverse entre les deux. Les techniques qu'on va mettre en place après pour régler ces indéterminations ici sont strictement identiques aux techniques pour le produit 0 fois l'infini. Donc tout ça va être traité en même temps, de la même manière, en voyant ce que sont donc les croissances comparées, ce qu'elles nous disent et ce qu'elles nous disent sur les puissances des infinis ou des zéros qu'on a ici et leur compensation éventuelle. Alors il va rester une dernière opération pour laquelle on va même ici donner immédiatement la technique pour la régler parce qu'elle est immédiate, il y a une chose à faire et en fait ça ne veut pas dire que ça règle forcément notre limite, mais ça va tout de suite nous amener sous une forme où on va retrouver les indéterminations précédentes. C'est le cas d'une puissance. Lorsque vous avez une puissance, donc quelque chose à la puissance autre chose. Donc ici on a quelque chose qui n'est pas fixé, qui est quelque chose dont on a une limite, et là on a quelque chose là encore qui dépend de notre variable x et dont on a pris une limite. Donc si la puissance ici tend vers un nombre, et là aussi, enfin pardon, pas la puissance, le nombre qui émet une certaine puissance là tend vers un nombre a, celui-ci tend vers un nombre b, il n'y a aucun problème, ça fait a puissance b, il n'y aura pas de problème. Ce qui peut se passer en fait c'est le problème de la puissance qui tend vers l'infini. Le reste ne pose pas, si c'est là qu'on a l'infini, ça pose aucun problème, il s'agit de regarder la limite en l'infini d'une puissance polynomiale, il n'y a aucune espèce de problème à ça. Le cas où donc, on a une puissance vers l'infini, donc on a un nombre, puissance l'infini. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, déjà, si on veut avoir une puissance variable ici, le nombre il est obligatoirement strictement positif. Je ne vais même pas m'intéresser à ce qui peut se passer autrement, ce nombre ne peut être que positif ici. Maintenant, qu'est-ce qui va donner quand on va le mettre à la puissance infinie? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il faut bien visualiser le principe de ce que sont les suites géométriques. Mettre une puissance infinie, pour bien le visualiser, il faut penser à cette limite connue sur les suites, la limite lorsque n tend vers l'infini de, je ne vais même pas prendre x pour qu'on voit bien, q puissance n. Donc où q est une raison fixée ici, et ceci tend vers l'infini. Et les règles sont très importantes, et ça va se distinguer selon la valeur du q par rapport à 1. Parce que, donc on doit visualiser que quand vous multipliez un nombre par lui-même, si ce nombre est plus grand que 1, le fait de multiplier va avoir tendance à agrandir la quantité. Et donc plus je le multiplie, plus ça devient grand. Si ce nombre est plus petit que 1, comme le fait de multiplier par lui va avoir pour effet de réduire la valeur de la quantité, plus je multiplie par ce nombre, plus je réduis la valeur. Et donc ici, ceci va tendre vers plus l'infini si q est strictement plus grand que 1, et va tendre vers 0 si q est strictement inférieur à 1. Et puis il va y avoir ce cas particulier où si q égale 1, c'est un petit peu particulier parce qu'on a en fait 1 puissance n qui est toujours égal à 1. On a un cas central, limite entre les deux possibilités. Et donc, puisque ceci est constant, ça tend vers 1. Lorsque n tend vers l'infini, ça ne dépend plus de n. C'est donc que ça prend toujours la même valeur quand on arrive à la limite. Maintenant, donc, quand on a un nombre puissance infinie, justement, suivant ces règles-là, il n'y a pas trop de soucis à régler. Si on a, par exemple, 1 demi à la puissance infinie,
ça fait 0. Il n'y a pas à se poser de questions là-dessus. Sous le schéma de ce qui se trouve là. Si j'ai 3 à la puissance infinie, sur le même principe, ça fait l'infini. Il n'y a pas de question à se poser là-dedans. Alors attention, là, je vais mettre des signes. Par contre, ce sont des plus l'infini. Si j'ai des puissances moins l'infini, il faut comprendre que le moins sur une puissance a pour simple effet de déplacer entre le numérateur et le dénominateur. Donc ce qui fait que, par exemple, si je veux les regarder, hop, je vais enlever ça pour qu'on les voit à côté. Si nous prenons 1/2 à la puissance moins l'infini, ça ne fait que 1 sur 1/2 puissance l'infini. Ceci tendant, on l'a vu, vers 0. C'est un nombre positif, donc c'est 0 plus. On obtient plus l'infini dans le résultat final. Il n'y a pas de complication particulière au fait d'avoir mis moins l'infini par rapport à plus l'infini. C'est la même chose, sauf que c'est au dénominateur et il faut terminer. Ici, donc, pareil avec le 3 plus l'infini. Si j'avais mis 3 puissance moins l'infini, ça fait simplement 1 sur 3 puissance l'infini. Ceci faisons plus l'infini, j'obtiens 0. Encore, j'aurais pu aussi l'écrire autrement. Une autre possibilité, 1/2 puissance moins l'infini. J'aurais pu le réécrire 2 puissance plus l'infini. Sur le même principe, puisque là j'ai 1 sur une fraction, en fait, je peux simplement le déplacer en fraction. Là, ça met la puissance infinie en haut. Et là, le même, ça que j'ai écrit ici, j'aurais aussi pu l'écrire 1/3, le tout puissance infinie. Et effectivement, le fait de changer de position entre numérateur et dénominateur fait que le nombre qui était plus grand que 1 devient plus petit que 1. Le nombre qui était plus petit que 1 devient plus grand que 1. Ça échange bien les rôles de ce qui va se passer. Va nous rester donc un cas fondamental au milieu de ça. C'est le cas du 1 qui était limite au milieu. Si j'obtiens un 1 puissance l'infini. Tant que ce 1 était constant, ce qui était le cas tout à l'heure, on a eu 1 puissance n qui a donné 1. Et donc, ça restait fixe, ce qui permettait de savoir que ça donnait 1. Maintenant, le problème, c'est que quand je parle de 1 puissance l'infini en termes de limite, le 1 qui se trouve ici, ça n'est plus une constante. Ça n'est pas le nombre 1, c'est une certaine quantité qui dépend de x et qui tend vers 1, à une puissance, une certaine quantité qui dépend de x, mais qui tend vers l'infini. Mais là, c'est clair, on ne peut pas tendre vers l'infini en étant fixé. Ça ne pose pas de souci. C'est ici, du coup, qu'on essaie de le faire voir. Et pour faire voir ce qui se passe, par exemple, prenons ça, le tout à la puissance x. Ici, ceci tend vers 1. Lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, on pourrait avoir tendance à dire, oui, d'accord, il tend vers 1, donc ça fait 1 puissance l'infini. C'est comme si c'était 1 à la puissance n et le tout tend vers 1. Ben, on pourrait avoir un raisonnement tout à fait opposé qui consisterait à dire, bah non, moi je dis que ce 1 plus 1 sur x est toujours strictement plus grand que 1, puisque j'ai rajouté un nombre positif par rapport à 1. Donc c'est un nombre strictement plus grand que 1 mis à une puissance infinie, ça devrait faire plus l'infini. Les deux raisonnements ont exactement la même valeur et donnent des résultats tout à fait différents. Les deux raisonnements qu'on a faits précédemment donnent tous les deux des résultats totalement opposés. Ça nous indique une chose, c'est qu'ils sont a priori tous les deux complètement faux, ou au minimum il y en a un des deux qui est complètement faux. Alors ici ils le sont tous les deux, ils ont exactement le même défaut, celui d'introduire une différenciation entre le x qui se trouve ici et le x qui se trouve ici. En l'occurrence, une différenciation qui n'a aucun lieu d'être, une différenciation temporelle. C'est-à-dire que dans le premier cas, j'ai commencé par faire tendre ce x vers l'infini, tout en gardant celui-ci fixé. C'est-à-dire que j'ai dit, ceci ça tend vers 1, mais 1 à la puissance x, ça fait 1. Ça je ne peux pas, parce qu'au moment où ceci tendait vers 1, ceci tendait déjà vers l'infini. Donc je ne peux pas dire 1 à la puissance x qui va faire 1, non, c'est 1 à la puissance infinie. Et justement, j'ai un problème. Et dans le même sens, dans l'autre, j'avais dit ceci est un nombre strictement plus grand que 1. Ah oui, mais si je dis ça, c'est que x ne tend pas encore vers l'infini, parce que lorsque x vaut l'infini, ça fait 1. Ça n'est plus strictement plus grand que 1. Et ce nombre, donc, où je n'ai pas encore fait tendre x, là, je fais tendre x en disant l'infini sur un nombre strictement plus grand que 1. Même défaut, je n'ai pas fait tendre dans le même temps les deux valeurs, les deux x vers l'infini. Or, c'est le même. Si c'est la même lettre, c'est que c'est la même quantité. Ça bouge en même temps. Si celui-ci tend vers l'infini, celui-ci doit le faire en même temps.
Donc en fait, je rencontre en réalité 1 à la puissance infinie, qui est une forme indéterminée, à cause des effets qu'on disait là. J'ai dit que ça pouvait aller vers l'infini, en tout cas intuitivement avec le raisonnement précédent. J'aurais pu aussi, simplement en mettant un moins ici, obtenir cette fois-ci quelque chose qui est strictement inférieur à 1 et avoir l'impression cette fois-ci que ça tendrait vers 0. Donc je vais avoir un petit peu tous les effets et effectivement cette forme 1 puissance l'infini peut donner tous les résultats possibles. Bon, il y a une règle très simple. Dès qu'on a un problème venant d'une forme où il y a une puissance variable, on revient à la définition de la puissance variable, c'est-à-dire l'utilisation de la fonction exponentielle pour écrire ça sous forme d'une exponentielle. Si j'ai quelque chose qui s'écrit 1 puissance l'infini, c'est que, en fait, ceci c'était une fonction u de x à la puissance v de x, avec ceci qui tendait vers 1 et ceci qui tendait vers l'infini. Mais par définition, une puissance ici, ça a pour définition l'exponentielle de notre puissance v de x fois le log de u de x. Et sous cette forme-là, on se rend compte qu'en fait, il y a une composée finale par l'exponentielle, mais quand j'essaye d'effectuer les opérations élémentaires là-dedans, bah, je vais retrouver effectivement une forme indéterminée, mais une forme indéterminée sur le produit qui se trouve ici, où je vais avoir mon v de x, on l'avait vu là, qui devait tendre vers l'infini. Ici, pour regarder cette partie-là, j'ai d'abord u de x qui tend donc vers 1. Quand je vais composer ici par le logarithme, j'obtiens quelque chose qui va tendre vers le logarithme de 1. Le logarithme de 1, ça fait 0. Et j'obtiens l'infini fois 0, effectivement une forme indéterminée. Et pour arriver à régler ce souci-là, en fait on le met sous cette forme-là. Il faut maintenant régler l'indétermination infinie fois 0 dont on a dit tout à l'heure qu'elle pouvait donner toutes les valeurs entre 0 et l'infini, voire quelque chose qui n'a pas de limite. Et bien ça va être le même résultat ici. Si mon infini fois 0 donne l'infini, j'aurai l'exponentielle en l'infini, donc j'aurai le résultat. Plus l'infini si c'est plus l'infini, mais si c'est l'exponentielle en moins l'infini, ça fera 0. Le 0 dont je parlais tout à l'heure. Si j'ai un résultat ici qui donne un certain nombre réel, et ben le tout tendra vers l'exponentielle de ce nombre réel. Si ceci n'a pas de limite, en mettant l'exponentielle, je n'aurai pas de limite. Voilà, donc ici, finalement, on se rend compte que ce problème-là, il y a une technique immédiate pour le régler, pour se ramener à une forme indéterminée sous forme de produit, dont on a parlé précédemment, et qui est ce qu'on va apprendre à régler, on l'a dit tout à l'heure, en se servant du théorème des croissances comparées. Voilà, donc on a terminé ici avec la présentation générale des opérations élémentaires, leur utilisation et surtout les moments où elles vont poser problème, où elles ne vont pas suffire. Donc pour arriver à aller plus loin, maintenant il va s'agir d'arriver à comprendre comment on règle des formes indéterminées. Donc pour ça, on a vu que finalement il y avait deux grandes classes de formes indéterminées, le produit 0 fois l'infini ou les quotients infini sur infini, 0 sur 0 qui sont de la même nature, ou bien les sommes plus l'infini moins l'infini. Dans la vidéo qui va suivre, on va s'intéresser à regarder le problème des formes indéterminées en produit et les théorèmes fondamentaux qui permettent de les régler. Puis nous verrons comment s'y ramener lorsqu'on a une forme indéterminée en somme pour régler ce genre de problème-là.